Oui, merci Monsieur le Président. Vous l'avez évoqué un tout petit peu en début de votre intervention, maladroitement certes. Nous sommes dans une crise politique. Nous vivons une grave crise politique. Une crise politique dont vous, vos amis, qui ont tant de responsabilités dans le gouvernement, les gouvernements passés, ce qu'on appelle la droite, les macronistes, sont responsables. Je regardais une étude détaillée que je vous conseille de lire du Cevipof, qui disait que 82%, il y a quelques jours, 82% des Français estiment que les politiques ignorent leurs avis. 82% des Français estiment que les politiques ignorent leurs avis. Jamais il n'y a eu un tel décalage entre ce que pense l'opinion publique, entre ce que pensent les Français et ceux qui gouvernent ou parlent dans les médias. D'ailleurs, ce décalage considérable, qui annonce bien évidemment, tout le monde le sent, et on l'a bien senti ce matin dans l'intervention de plusieurs collègues, qui annonce de grands bouleversements. L'histoire nous prouve qu'on ne peut gouverner éternellement quand on est coupé du peuple. Ce décalage, on le voit, je l'ai dit, dans les médias, où la parole que l'on entend quasiment tous les jours, particulièrement dans le service public de l'information, est totalement en décalage avec ce que pensent les Français. On le voit sur l'épineux dossier de l'immigration, où étude après étude, on nous dit que 80 à 82% des Français veulent l'arrêt de l'immigration, alors que tous ceux qui gouvernent dans les régions ou au gouvernement continuent d'accélérer cette folle politique. On le voit quand les Français demandent le retour de l'autorité et que partout on voit des exemples quotidiens du laxisme judiciaire qui s'installe. On le voit quand les Français réclament de l'autorité et que M. Macron impose Mme Belloubet à l'éducation nationale. Ce décalage, on le voit aussi dans notre région Bretagne et dans votre exécutif, Monsieur le Président. On le voit particulièrement avec ces deux crises actuelles très graves, qui sont loin d'être terminées bien évidemment, la crise agricole et la crise de la pêche. La crise agricole, alors que des centaines d'agriculteurs bretons défilaient devant la préfecture, devant la rue Marteneau, pour exprimer leur désarroi, je n'ai vu aucun conseiller régional de votre majorité et de la plupart des groupes pour les rencontrer. Aucun. C'est vrai que vous, au même moment, Monsieur le Président, vous sembliez enchaîné, presque enchaîné au pied de grands immeubles de la Commission de Bruxelles. Commission de Bruxelles que ces agriculteurs, oui, détestent parce qu'ils estiment qu'elle est en grande partie responsable de leurs problèmes. Alors que nos agriculteurs parlent de fin du mois, comment vont-ils payer leurs échéances? Comment vont-ils nourrir leurs familles? Comment vont-ils transmettre leur exploitation? Comment vont-ils faire pour se sortir du carcan administratif des normes? Votre vice-président à l'agriculture, pour paraphraser le général de Gaulle, saute comme un cabri sur sa chaise en disant « réchauffement climatique, réchauffement climatique, réchauffement climatique ». Le décalage n'a jamais été aussi grand. Sur le dossier de la pêche, il est peut-être encore plus grand. Au moment où 250 bateaux bretons sont immobilisés par une décision du Conseil d'État, voulue par les associations extrémistes écologistes, alors que 250 équipages donc, et toutes leurs familles se demandent comment on va faire pour nourrir les enfants à la fin du mois. Parce que moi j'ai été les rencontrer à Lorient, certains d'entre eux, beaucoup d'ailleurs, et c'est ce dont ils nous parlent. Comment on va nourrir nos enfants à la fin du mois? Comment on va payer nos traites? Votre vice-président à la mer leur parle décarbonation, décarbonation, décarbonation de la flotte. Quel décalage! Mais ce décalage, vous allez le payer cher, parce que ces gens ne reconnaissent de moins en moins votre légitimité et votre provoqué par ce genre de discours. Ce décalage s'aggrave, Monsieur le Président. Alors, je vois bien aujourd'hui, dans cette Assemblée, les intervenants précédents, tout le monde condamne le libre-échange. Quand le Rassemblement national était la seule formation politique à dénoncer le libre-échange,
Nous étions qualifiés, oui, nous étions qualifiés de protectionnistes. Nous étions qualifiés de protectionnistes, de repli sur soi. Mais aujourd'hui, forcément, comme on entend un petit peu quand même la colère dans les fermes et sur les bateaux, et chez les consommateurs, bien évidemment, il ne fait pas bon de défendre le libre-échange. Cela a été rappelé. Vos amis, Monsieur le Président, vos amis socialistes, parce que vous êtes plus socialiste tout en étant socialiste, tout en peut-être appelant à voter pour la liste des socialistes aux européennes, votent tous les traités de libre-échange. Ils vont probablement le faire la semaine prochaine à Bruxelles, où on va examiner un nouveau traité de libre-échange avec le Chili et le Kenya. Au même moment où M. Macron ment aux agriculteurs avec M. Attal, leur disant qu'on va mettre une fin au traité sur le Mercosur, le commissaire européen balaye cela en disant « mais non, pas du tout, nous continuons les négociations sur le Mercosur ». Mais vous allez voir, cette crise agricole elle est loin d'être terminée. Certes, nos amis agriculteurs sont retournés dans leurs fermes parce qu'ils ne peuvent pas faire des grèves pendant des semaines. Eux, ils ont des familles à nourrir, des bêtes à s'occuper, mais les braises sont loin d'être éteintes. Alors, je voudrais préciser, puisqu'on a bien compris qu'une nouvelle fois, le Rassemblement national va flotter sur les rangs de cette Assemblée. Merci, merci de cette reconnaissance. Que les députés RN de la délégation française à Strasbourg et Bruxelles ont constamment voté contre les traités de libre-échange, contrairement à la désinformation que certains essayent de faire, y compris sur les collègues situés ici sur ma droite. Oui, ils ont toujours voté, ils ont toujours dénoncé, comme ils dénoncent le futur traité avec le Chili, comme ils dénoncent le futur traité avec le Kenya, avec le Mercosur, comme ils ont dénoncé le traité avec la Nouvelle-Zélande. Alors on ne peut plus mettre la main sur le dos de nos agriculteurs et pêcheurs ici en Bretagne en leur disant « on est avec vous, on vous soutient » et dans le même temps les poignarder dans le dos lorsqu'on est à Bruxelles ou à Strasbourg. Oui, nous sommes dans une grave crise politique. Je reprends les propos que je vous ai dit tout à l'heure. Et face à cette grave crise politique qui s'incarne par la colère des Français, Monsieur le Président, vous avez utilisé dans votre discours la grille de lecture des années 80. Ce serait la faute à l'extrême droite. L'extrême droitisation du débat politique est devenue le blindé intellectuel d'une caste élitiste coupée du peuple, selon les propos du géographe Christophe Guilly. Oui, tous ceux qui s'éloignent de votre doxa sont qualifiés d'extrême droite, mais ça ne marche plus. Rendez-vous compte que ça ne marche plus. Plus du tout. Pour prendre une image très bretonne, oui, la marée monte. La marée monte. La marée des Français qui n'en peuvent plus et qui veulent une grande alternance. Et les uns et les autres, vous me faites penser à ces enfants sur la plage, quand la marée monte, qui tentaient avec vos petites pelles de construire des murs de sable pour empêcher que la vague aille plus haut. Mais on connaît bien la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, tous ceux qui vont à la plage le savent, c'est que la marée finit par emporter les petites digues de sable. Oui, les Français attendent une grande alternance. Dans quelques semaines, nous allons en avoir les prémices et vous pourrez toujours, avec vos petites pelles, vous poser des questions sur le pourquoi de ceci. Merci, monsieur.